Après avoir cru pendant 14 ans que leur mère les avait froidement abandonnés, la famille d'Orson a finalement découvert l'horrible vérité. Catherine avait été retenue captive par une organisation criminelle impitoyable, forcée de travailler pour rembourser une dette impossible pendant que sa famille se fracturait en son absence. Maintenant qu'ils étaient sur le point de la sauver, ils croyaient que rien ne pourrait s'opposer à leur retrouvaille, mais ils étaient sur le point de découvrir que retrouver leur mère révélerait à quel point elle était profondément empêtrée dans ce monde criminel et le véritable cauchemar qu'elle avait vécu. Avant de plonger dans la deuxième partie de cette histoire choquante, dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Ethan et sa famille étaient toujours dans la salle informatique avec l'inspecteur Van et le technicien. L'atmosphère était tendue tandis qu'ils se pressaient tous autour de l'écran, observant les images de la caméra de sécurité, mise à jour toutes les heures. Le spécialiste technique avait identifié, grâce au traceur GPS, que le navire se trouvait à environ 120 000 au large, se dirigeant vers le sud-sud-est. Nous avons un visuel du navire, a déclaré le spécialiste technique, les doigts effleurant le clavier. D'après leur vitesse et leur trajectoire actuelle, ils s'éloignent rapidement des eaux américaines. L'inspecteur Van s'est immédiatement mobilisé, son téléphone collé à l'oreille. Ici l'inspecteur Van. Je dois contacter immédiatement le port d'Auckland, les gardes-côtes et le FBI. Nous avons confirmé la localisation d'un navire suspecté de trafic d'êtres humains, à environ 190 km des côtes, en direction du sud-sud-est. La famille d'Orson se serra plus étroitement, observant Van coordonner l'intervention. Dan prit la main d'Ethan et la serra fort. Ils envoient plusieurs navires, leur a annoncé Van après la fin de l'appel. Les gardes-côtes dépêchent leurs vedettes les plus rapides et coordonnent leurs opérations de surveillance aérienne avec celles de la marine. Nous allons les intercepter. Arriveront-ils à temps, demanda Léa, son scepticisme initial remplacé par une inquiétude pressante. Ils doivent le faire, répondit Ethan, les yeux fixés sur le point clignotant représentant le vaisseau et leur mère. Les minutes se transformèrent en heures tandis qu'ils restaient dans la salle informatique. Le GPS indiquait les navires des gardes-côtes convergeant vers l'horizon est. Ethan arpentait la pièce pendant que ses frères et sœurs allaient chercher à tour de rôle du café et des encas au distributeur. Dan restait stoïquement dans son fauteuil roulant, refusant de partir même lorsqu'Ellie lui suggérait de se reposer. Je ne partirai nulle part tant que nous ne le saurons pas, a-t-il insisté. Soudain, les images de sécurité du vaisseau s'éteignirent. Les écrans affichant les salles de travail et les couloirs où ils avaient vu leur mère s'éteignirent. Que s'est-il passé, demanda Marc en se précipitant vers le technicien. Je ne sais pas, répondit le spécialiste en tapant frénétiquement. Les flux sont coupés. Est-ce un problème technique, demanda l'inspecteur Van en se penchant par-dessus l'épaule du spécialiste. C'est possible, mais peu probable. C'est peut-être délibéré, ils ont peut-être coupé les caméras. Les gardes-côtes ont dû atteindre le navire, dit Ethan avec espoir. Ils ont probablement coupé ces câbles par mesure de sécurité pour éviter que quiconque à bord ne soit alerté du raid. Ils attendirent des nouvelles dans un silence tendu. Après ce qui leur sembla une éternité, le téléphone de l'inspecteur Van sonna. Son expression s'assombrit tandis qu'il écoutait la voix de l'interlocuteur. « Que veux-tu dire ?»« Ce n'est pas possible, demanda-t-il sèchement. Lorsqu'il a mis fin à l'appel, l'expression de son visage a envoyé un frisson dans le corps d'Ethan. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. Van soupira lourdement. Les navires des gardes-côtes ont atteint les coordonnées, mais il n'y a pas de cargo. Ils n'ont trouvé qu'un bateau abandonné, amarré ou ancré dans l'océan, avec le traceur GPS à bord. Un homme a été retrouvé inconscient à bord, probablement celui qui le pilotait. Comment est-ce possible? On a vu le navire. On a vu Catherine, la voix de Dan se brisa d'incrédulité. Van secoua la tête d'un air sombre. Ils ont dû prévoir ça. Ces gens sont intelligents et bien organisés. Ils savaient que quelqu'un posait des questions sur Elizabeth Carter, et ils sont partis immédiatement. Ils ont effacé leurs traces en utilisant le bateau comme diversion, en y installant le GPS, tout en actualisant les caméras de sécurité toutes les heures.
Ils ne font même pas confiance à leur propre agent de sécurité. N'oubliez pas que le système d'application est compartimenté, toutes les informations ne sont pas accessibles à tous, même au sein de l'organisation. L'accès du garde était limité, a poursuivi Van. Ethan passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Alors, où est le cargo? Où est ma mère? Vu le temps qu'il avait passé depuis le port, il n'a pas pu aller bien loin, répondit Van. Je tiens les gardes-côtes et le FBI informés que la caméra de sécurité s'est éteinte et que le système s'est déconnecté ou a bloqué l'accès au compte du garde. Tandis que Van s'éloignait pour passer d'autres appels, la famille d'Orson se serrait les unes contre les autres, attendant des nouvelles. Léa passa son bras autour d'Ellie, qui retenait ses larmes. Mark se tenait près de son père, protecteur, tandis qu'Aldi faisait les 100 pas, nerveux, imitant les mouvements d'Ethan. À son retour, Van avait l'air grave mais déterminé. Le FBI a dit qu'ils devaient se regrouper et discuter de stratégie. Ces gens sont intelligents et prudents, ils ne se laisseront pas trouver facilement. Il regarda tour à tour chaque membre de la famille d'Orson. Je ne peux pas vous laisser rentrer chez vous maintenant, c'est trop dangereux. On ne sait pas s'ils vous traqueraient. Vous devriez vivre dans un refuge temporaire en attendant que la situation soit réglée. Dan releva brusquement la tête. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas nous prendre tous les 6 et nous mettre dans un refuge. Chacun notre vie. Aldi à l'école, Mark à son travail, Ellie a des cours à la fac. Ce n'est que temporaire, insista Van. Une semaine ou 2 tout au plus. Votre sécurité doit être notre priorité. Les frères et sœurs commencèrent à protester tous ensemble, leurs voix se chevauchant dans une cacophonie d'objections, on ne peut pas disparaître comme ça. Et les rendez-vous médicaux de papa? J'ai des examens qui arrivent. L'inspecteur Van regarda Ethan, et sa voix trancha le chaos. S'il vous plaît. Il faut qu'on fasse ça. Mark se tourna vers son frère, la colère luisant dans les yeux. C'est ta faute. Les choses ont empiré parce que tu as géré les choses tout seul et que tu as tout gâché. Si tu avais laissé faire. La laisser tranquille. Ethan s'avança vers Mark, les poings serrés. Laissez maman tranquille encore 14 ans. C'est ce que tu voulais. Les policiers se sont rapidement interposés entre les deux frères tandis qu'Ellie criait, arrêtez. On ne peut pas se battre maintenant. Le plus important, c'est de se reposer dans un endroit sûr en attendant d'avoir de nouvelles. La tension était palpable dans la pièce tandis que les frères se fusillaient du regard. Finalement, Van les confia à un autre officier, chargé de leur trouver un logement temporaire. Assurez-vous qu'ils soient à l'aise, a conseillé Van. Ils ont assez souffert. À ce moment précis, la porte du poste s'ouvrit et plusieurs personnes en costume des agents du FBI entrèrent. Des fourgons les accueillirent et ils pénétrèrent directement dans la salle de conférence. Nous vous tiendrons au courant d'une nouvelle stratégie de recherche dès que nous en aurons une, a assuré un agent du FBI à la famille. Un autre policier s'est approché d'eux. Venez avec moi. Je vous conduirai à votre abri temporaire. Par les fenêtres, Ethan vit qu'il commençait à faire sombre dehors. 2 voitures de patrouille et un fourgon de police les attendaient sur le parking. La famille rassembla ses quelques affaires et suivit l'agent, quittant le poste le cœur lourd, mais avec une détermination renouvelée à retrouver Catherine Dawson. Le fourgon de police s'arrêta devant une maison modeste dans un quartier calme de banlieue. L'agent expliqua qu'il s'agissait d'une maison sécurisée, réservée aux situations similaires à la leur. Elle était située dans une résidence sécurisée avec des patrouilles de police régulières et des caméras de sécurité à toutes les entrées. En entrant, Ethan fut surpris de constater qu'il ne s'agissait pas du cadre institutionnel et dépouillé qu'il avait imaginé. Il s'agissait plutôt d'une maison familiale confortable avec suffisamment de chambres pour tous les accueillir, une cuisine ouverte avec un garde-manger bien approvisionné et le nécessaire de base. Ce n'est pas si mal, admit Léa en inspectant le salon. Les meubles étaient un peu vieillots, mais propres et confortables. L'agent a remis un dossier contenant des informations sur la propriété. Cette zone est bien protégée,
Vous pouvez donc la quitter pour faire vos courses ou une petite promenade si nécessaire. Cependant, nous vous conseillons vivement de ne pas trop vous éloigner. N'oubliez pas que c'est temporaire et qu'il en va de votre sécurité. Combien de temps devons-nous rester ici ? Demanda Mark, visiblement toujours mécontent de la situation. L'inspecteur Van a suggéré 1 semaine ou 2 au maximum. Nous vous tiendrons au courant quotidiennement de l'évolution de l'enquête. L'agent leur a remis à chacun une carte de visite avec ses coordonnées. Appelez ce numéro si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous remarquez quelque chose de suspect. Après le départ de la police, la famille commença à s'installer, chacun choisissant sa chambre. L'atmosphère était tendue, chargée de questions non formulées et d'émotions latentes. Léa et Aldi sont allés à la cuisine pour faire l'inventaire du garde-manger. Si nous devons vivre ici pendant quelques semaines, nous avons évidemment besoin de plus que ce qui a été préparé, a noté Léa en dressant une liste. On devrait acheter des fruits, des légumes, de la viande et des encas frais, a ajouté Aldi. Ce magasin ne propose que des produits sains. Ethan, bouleversé par sa famille et par l'idée de passer chaque instant avec eux, se retira dans la chambre qu'il avait choisie. Il ferma la porte et s'assit lourdement sur le lit, l'épuisement le submergeant. Lui, mais le repos ne venait pas. Au lieu de cela, il sortit un carnet de son sac à dos et entreprit de dresser une carte mentale, reliant toutes les informations qu'il avait apprises sur la disparition de sa mère. Il nota des noms, Raymondos, Arvedos, Ronald, et les entoura, traçant des liens vers d'autres faits, l'entrepôt, l'Eastern Horizon, la fausse identité d'Elizabeth Carter. Il devait y avoir un schéma, un indice qu'ils avaient manqué. Ethan était déterminé à le trouver. Les heures passèrent tandis qu'il travaillait, ajoutant des détails de mémoire à partir des documents que l'inspecteur Van lui avait montrés. Il était tellement absorbé qu'il n'entendit pas frapper au premier coup. Ethan, appela Léa à travers la porte, le dîner est prêt. Affamé malgré ses préoccupations, Ethan rejoignit sa famille à table. Le repas était simple, des pâtes avec de la sauce en pot et du pain à l'ail surgelé que Léa et Aldi avaient trouvé dans le congélateur, mais c'était le premier vrai repas de la journée. Il venait à peine de commencer à manger lorsque le téléphone d'Ethan sonna. Voyant le numéro de l'inspecteur Van, il mit rapidement le haut-parleur pour que tout le monde puisse l'écouter. « Je voulais vous tenir au courant », commença l'inspecteur sans préambule. « Nous avons élaboré un plan avec le FBI et les gardes-côtes. D'après nos discussions, nous pensons que le navire a dû faire route vers Ensenada, en Basse-Californie, au Mexique. » « Le Mexique, répéta Dan. C'est une sacrée distance. C'est à environ 960 km au sud d'Auckland par voie maritime, a confirmé Van. Il y a là un port important qui a été lié à des opérations de contrebande par le passé. Ce serait l'endroit idéal pour un cargo cherchant à disparaître après avoir quitté Auckland, ou pour débarquer des passagers avant de disparaître dans les eaux internationales ou les réseaux terrestres. Y a-t-il d'autres endroits où ils auraient pu naviguer, demanda Ethan. Théoriquement, oui, répondit Van, mais d'après le rapport du port dont nous disposons basé sur la direction du navire, le nombre d'heures écoulées et ce que transportait le cargo au tout pointe vers Ensenada. Que se passe-t-il maintenant, demanda Mark, son sens pratique s'affirmant. Nous avons déjà contacté Interpol et la police fédérale mexicaine pour qu'ils se tiennent prêts au port, a expliqué Van. Le navire devrait arriver dans une dizaine d'heures. Nous avons également dépêché des navires de la marine dans cette direction. Ils seront encerclés de toutes parts. La famille échangea des regards pleins d'espoir à travers la table. Merci pour tout ce que vous faites, détective, dit Dan, la voix pleine d'émotion. Je vous rappellerai demain pour vous donner des nouvelles, a promis Van avant de mettre fin à l'appel. La famille termina son dîner dans un silence anxieux mais plein d'espoir. Pour la première fois depuis la découverte de la voiture de sa mère dans le lac, Ethan sentit qu'il progressait réellement. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Tandis qu'il aidait à débarrasser, il réalisa autre chose, malgré la tension et les désaccords, ils travaillaient à nouveau ensemble, comme une famille. Mark avait cessé de le fusiller du regard, Léa avait adouci sa posture habituellement défensive, même Dan semblait plus présent, plus impliqué qu'il ne l'avait été depuis des années.
On devrait se reposer un peu, suggéra Ellie tandis qu'il finissait de ranger. Demain pourrait être un grand jour. Ethan hocha la tête et retourna dans sa chambre. Mais avant d'essayer de dormir, il ajouta un détail supplémentaire à sa carte mentale, Ensenada, Mexique, avec un point d'interrogation à côté. On y est presque, maman, murmura-t-il. On vient te chercher. Depuis ce soir-là, la famille vivait dans l'espoir contre tout espoir. Les heures passèrent, la nuit laissa place au matin, et enfin, Van leur donna de ses nouvelles. Plutôt que de les appeler, il leur rendit visite en personne à la planque pour qu'ils n'aient pas besoin de partir et d'aller au poste. Le visage du détective en entrant n'apportait pas les nouvelles espérées. La famille Doss se rassembla dans le salon, la tension palpable, attendant sa réponse. Le cargo a accosté à Ensenada tôt ce matin, commença Van d'une voix mesurée. Les autorités mexicaines, avec le soutien d'Interpol et des agences américaines, ont mené une opération et secouru plusieurs travailleurs. Et notre mère, demanda Ethan en se penchant en avant. Van secoua lentement la tête. Je suis désolé. Ils n'ont pas retrouvé Elizabeth Carter, Catherine Dawson, ni Ronald, ni Harvey Doss. Il semble qu'ils aient pris la fuite et l'aient emmené avec eux, peut-être à bord d'une vedette plus petite, avant l'accostage du navire principal. L'espoir collectif de la famille s'est effondré comme un ballon crevé. Ellie s'est mise à pleurer doucement, tandis qu'Aldi donnait des coups de pied dans la table basse, frustrée. « Comment est-ce possible ?» demanda Dan, les mains agrippées aux accoudoirs de son fauteuil roulant. « Tu as dit qu'ils seraient encerclés. » Il semble qu'il y ait eu un décalage entre le moment où le navire a accosté et celui où la police l'a intercepté, a expliqué Van. Cela leur a permis de s'échapper. Quelqu'un a dû les aider à bâbord. Alors ils savaient qu'on revenait, demanda Marc avec amertume. Les autres ouvriers ont été retrouvés, mais pas notre mère. Léa observa, son esprit analytique réfléchissant aux implications. Ça semble intentionnel maintenant. Personnel. Ils la retiennent pour nous faire payer, car c'est Ethan qui a provoqué ça. Ce n'est pas juste, protesta Ethan, même si le doute s'insinuait dans sa voix. Ces actes avaient-ils aggravé la situation de sa mère? Nous avons commencé à interroger les victimes que nous avons secourues, a poursuivi Van. La plupart sont traumatisées et doivent être hospitalisées. Nombre d'entre elles ont été exposées à des médicaments sur le cargo pour les rendre obéissantes et soumises. Il marqua une pause et fouilla dans la poche de sa veste. L'une des victimes, cependant, marmonnait un nom, El Mazen. Ils ont trouvé une enveloppe dans sa poche. Van le tendit à Dan, qui l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une photo de Catherine, plus jeune qu'elle ne le serait maintenant, mais incontestablement leur épouse et mère, et au dos était écrit « Elmazan ». « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Ellie en regardant la photo par-dessus l'épaule de son père. « Elmazan signifie l'entrepôt en espagnol », expliqua Van. « Et cette lettre ne peut pas être une coïncidence. Ils l'ont volontairement mise dans la poche de la femme pour qu'on la retrouve. Ils se moquent de nous, réalisa Marc. C'est un appât. Van acquiesça. Ils veulent qu'on retrouve cet Elmazan, mais ça pourrait être un piège. Ce pourrait être n'importe quel entrepôt où Doss et ses hommes ont préparé notre arrivée à Ensenada. Si on s'y précipite. J'ai suggéré d'attendre que les victimes soient sobres pour obtenir plus d'informations, a poursuivi Van. Peut-être qu'elles savent quelque chose. Après le départ de Van qui leur avait promis de les tenir informés dès qu'il aurait plus d'informations, la famille resta silencieuse, stupéfaite. La photo de Catherine passa de main en main, chaque membre de la famille l'examinant comme si elle pouvait révéler un indice caché. Finalement, Ethan se leva, la détermination lut sur son visage. J'en ai assez d'attendre. Je vais chercher maman moi-même. Quoi? S'exclama Léa. Tu n'as pas entendu ce que l'inspecteur Van a dit? C'est un piège. Je m'en fiche, répondit Ethan. Chaque minute que nous attendons ici est une minute de plus que maman passe avec ses gens. Je vais à Ensenada pour trouver cet entrepôt. Tu ne peux pas simplement entrer dans un pays étranger et commencer ton enquête seul,
argumenta Marc. Tu ne parles pas espagnol, tu ne connais pas la région et tu n'y as aucune autorité. J'y vais, insista Ethan. Quelqu'un vient avec moi. J'y vais, a immédiatement proposé Aldi. Absolument pas, dit Dan fermement. Tu as 15 ans, tu n'iras pas près du Mexique ni de ces gens dangereux. Il faut que quelqu'un reste avec papa, fit remarquer Léa. Je vais rester et m'occuper de lui. Ellie et Aldi, tous les regards se sont tournés vers Marc, qui semblait déchiré entre son sens des responsabilités et son inquiétude pour sa mère. J'irai avec Ethan, dit-il finalement, surprenant tout le monde. Ethan hésita, Marc était la dernière personne à laquelle il s'attendait, surtout après l'avoir blâmé pour leur situation actuelle. Si quelqu'un peut le gérer, c'est bien Marc, dit Dan avec un hochement de tête approbateur. Vous deux, surveillez-vous l'un l'autre. Les frères ont commencé à faire leur bagage avec le minimum, des vêtements de rechange, des articles de toilette, des passeports et la photo de leur mère avec « Elmazan » écrit au dos. Avant de partir, Ethan s'adressa une dernière fois à la famille. Si la police demande où nous sommes allés, dites-leur que nous sommes partis en pleine nuit pendant que vous dormiez, leur ordonna-t-il. Nous ne voulons pas qu'ils nous arrêtent avant même d'avoir commencé. Léa croisa les bras. Je n'aime toujours pas ça. C'est trop précipité, et je ne veux pas perdre un autre membre de ma famille. Ellie serra fort ses deux frères dans ses bras. S'il te plaît, si tu dois vraiment faire ça, fais attention, murmura-t-elle. Et ramène maman à la maison. Ethan et Marc se sont d'abord rendus à San Diego, ont traversé la frontière mexicaine avant de se diriger vers Ensenada. Le trajet a duré plusieurs heures, au cours desquelles ils ont élaboré leur stratégie et élaboré une couverture. On devrait se faire passer pour des journalistes, suggéra Ethan alors qu'ils approchaient de la ville côtière. Enquêter sur le trafic maritime nous donnerait une raison de poser des questions sans éveiller trop de soupçons. Marc acquiesça d'un hochement de tête. Ça pourrait marcher, mais il faut faire attention à ne pas montrer la photo de maman. Si ces gens nous recherchent, ils pourraient nous reconnaître comme ses fils. Ethan y avait déjà pensé. On sera sélectif quant aux personnes à qui on la montrera. La photo est notre seule véritable piste, mais on ne peut pas risquer de mettre la puce à l'oreille des mauvaises personnes. Ils s'installèrent dans un hôtel modeste près du port, choisissant une chambre avec vue sur le port afin de pouvoir observer les mouvements des navires. Ethan avait imprimé des photos de Harvedos, de Ronald d'après une photo d'identité que l'inspecteur Van avait partagée et Del Cerro, l'agent de sécurité de l'entrepôt. On devrait diviser le port en sections, suggéra Marc en étalant une carte sur le lit. On couvrirait plus de terrain comme ça. Ethan secoua la tête. Non, on reste ensemble. Ces gens sont dangereux, et on ne sait pas qui travaille pour eux. On ne peut pas risquer d'être séparés. Marc semblait vouloir argumenter, mais il finit par accepter. D'accord. Par où commencer? Les docks, décida Ethan. On parle aux ouvriers, on parle d'Elmazan et on voit bien leur réaction. Le lendemain matin, ils portaient une tenue décontractée mais professionnelle, rien de trop voyant pour attirer l'attention, mais suffisamment soigné pour passer pour des journalistes. Ils avaient apporté des bloc-notes, leur téléphone pour enregistrer et un petit appareil photo pour parfaire l'illusion. Le port d'Ensenada était en pleine effervescence, les cargos chargeaient et déchargeaient, les bateaux de pêche ramenaient leur pêche matinale, les touristes embarquaient sur les paquebots de croisière. Les ouvriers se déplaçaient avec détermination sur les quais, les chariots élévateurs transportaient des palettes de marchandises, les mouettes tournoyaient au-dessus de leur tête, à la recherche de déchets. Ethan et Marc ont contacté plusieurs dockers, se présentant comme des journalistes indépendants enquêtant sur le trafic maritime pour un reportage. La plupart étaient réticents à parler, donnant des réponses brèves avant de retourner à leur travail. D'autres semblaient véritablement ignorer toute activité illégale. À midi, ils avaient fait peu de progrès et décidèrent de s'arrêter pour déjeuner dans une petite cantine près du port. Ça ne marche pas, dit Marc en piochant dans sa nourriture. Personne ne parle. Il faut trouver quelqu'un qui n'ait pas peur, répondit Ethan en scrutant la cantine.
son attention fut attirée par un homme âgé assis seul au bar, observant les quais par la fenêtre. Quelque chose dans son attention et sa façon d'observer, plutôt que de simplement regarder, frappa Ethan de manière remarquable. « Essayons-le », suggéra Ethan en faisant un signe de tête vers l'homme. Ils se sont approchés avec précaution, ont commandé des boissons au bar, puis ont entamé une conversation. Le vieil homme se présenta simplement sous le nom de Ravière et parut amusé par leur couverture journalistique. « Vous n'êtes pas journaliste, les gars, dit-il avec un accent anglais prononcé, en sirotant sa bière, mais vous cherchez quelque chose ou quelqu'un. » Ethan et Mark échangèrent des regards. « Nous recherchons des informations sur le trafic maritime, » a affirmé Ethan. Ravière rit. Beaucoup de journalistes posent ces questions. Rares sont ceux qui trouvent ce qu'ils cherchent. Prenant un risque calculé, Ethan lui montra les photos de Harvey Doss, Ronald et El Cerro. « As-tu vu l'un de ces hommes dans le port ?» Ravière examina attentivement les photos avant de les lui rendre. « Peut-être. »« Pourquoi poses-tu cette question ?» Mark se pencha plus près. « Ils sont impliqués dans une affaire illégale. On essaie de dénoncer leurs opérations. » Des hommes dangereux, commenta Ravière en finissant sa bière, surtout pour les jeunes journalistes. Ethan décida de prendre un risque encore plus grand. Il sortit la photo de sa mère avec « Elmazan » écrit au dos. Nous recherchons aussi cette femme. Elle pourrait être liée à un endroit appelé Elmazan. L'expression de Ravière changea subtilement, une lueur de reconnaissance rapidement masquée. Il se leva et laissa tomber de l'argent sur le bar. Les trafiquants disparaissent souvent à l'intérieur des terres après leur arrivée ici, dit-il doucement. Ils ne s'attardent pas dans la zone portuaire. La route des camions de marchandises est souvent utilisée pour transporter des personnes vers l'intérieur des terres depuis la côte. Il désigna la zone industrielle du port. Si vous voulez en savoir plus, allez à l'entrepôt où sont stockés les conteneurs. Demandez Miguel. Dites-lui que c'est Ravière qui vous envoie. Sur ces mots, il quitta la cantina et disparut dans la foule. Ethan et Mark suivirent ses instructions et se dirigèrent vers la zone de stockage des conteneurs. L'entrepôt était immense, rempli de conteneurs d'expédition empilés sur 3 par endroits. Les ouvriers utilisaient des chariots élévateurs pour déplacer les conteneurs sur des camions pour la distribution. Alors qu'ils approchaient de l'entrée, un homme portant un casque les arrêta. « C'est une zone interdite », dit-il en espagnol, puis passa à l'anglais devant leurs expressions confuses. « Accès interdit au public. »« Nous cherchons Miguel », expliqua Ethan. « C'est Ravière qui nous envoie. » L'homme resta neutre. « Que faites-vous ici ?»« Nous sommes journalistes, » répondit Mark, s'en tenant à leur sujet de prédilection, enquêter sur le trafic maritime. Ethan lui montra la photo de Catherine. Nous essayons de retrouver cette femme disparue. Nous avons entendu parler d'un endroit appelé Elmazan qui pourrait être lié à sa disparition. L'homme les observa un instant avant de répondre. Il y a plusieurs entrepôts appelés Elmazan dans le coin. Je pourrais vous conduire avec mon camion pour vous montrer. Alors qu'il se tournait pour les guider vers son véhicule, Ethan ressentit un bref sentiment de triomphe, ils avançaient enfin. Mais ce sentiment disparut aussitôt lorsqu'un objet violent le frappa à l'arrière de la tête et que les ténèbres s'emparèrent de lui. L'instant d'après, Ethan ouvrit les yeux. Il se trouvait dans une pièce très sombre, si sombre qu'ouvrir les yeux revenait au même que les fermer. Sa tête lui lançait des pulsations, et ses bras et ses jambes étaient étrangement lourds. Reprenant pleinement conscience, il réalisa qu'il était attaché à une chaise, les poignets liés dans le dos et les chevilles fixées aux pieds. « Mark » cria-t-il, la voix étouffée par le bâillon. Il n'y eut aucune réponse. La panique s'installa tandis qu'Ethan se débattait contre ses liens, la chaise raclant légèrement ce qui ressemblait à du métal. Soudain, une lumière aveuglante s'alluma au-dessus de sa tête. Ethan cligna péniblement des yeux, essayant de s'habituer à la soudaine luminosité. Sa vision s'éclaircit et il se retrouva à l'intérieur de ce qui semblait être un conteneur. Les murs étaient en métal nu, sans fenêtre et une seule porte à une extrémité.
Cette porte s'ouvrit et un homme entra, le même qui les avait accueillis à l'entrepôt lorsqu'ils avaient posé des questions sur Elmazan. « Bonjour, monsieur Dawson, » dit l'homme dans un anglais parfait, tirant une autre chaise pour s'asseoir face à Ethan. « J'espère que vous êtes à l'aise. » Il tendit la main et retira le bâillon de la bouche d'Ethan. « Qui es-tu » demanda immédiatement Ethan. « Où est mon frère ?»« Tu peux m'appeler Ronald » répondit l'homme en observant attentivement la réaction d'Ethan. « Oui, je sais qui tu es, Ethan Dawson, et je sais pourquoi tu es là. » Le sang d'Ethan se glaça à l'évocation du nom de Ronald, le même nom que celui sur les lunettes de soleil retrouvées dans la voiture de sa mère, celle que l'inspecteur Van avait mentionnée. « Êtes-vous un des hommes de Harvey Doss » demanda-t-il en s'efforçant de garder une voix posée. « Où est mon frère ? Où est ma mère ? » Ronald eut un léger sourire. « Les gens ici ne me connaissent pas sous ce nom, mais oui, je travaille en étroite collaboration avec Harvey. » Il se pencha en avant, observant Ethan d'un regard froid et calculateur. « J'attendais de te rencontrer, me demandant si et quand tu viendrais après qu'on t'ait donné un petit indice, la photo dans la veste de la femme. Et te voilà, plus vite que prévu. »« Où est ma famille ?» répéta Ethan, la colère prenant le dessus sur la peur. « Ton frère est en sécurité pour l'instant, » répondit Ronald d'un ton dédaigneux. « Quant à ta mère ?» Son sourire s'élargit. « Eh bien, elle est avec nous depuis 14 ans. Quelques heures de plus ne changeront pas grand-chose, n'est-ce pas ?» Ethan se débattit contre ses liens, la fureur grandissant en lui. « Laissez-nous partir. La police sait qu'on est là, l'inspecteur Van et le FBI. » Ronald rit et l'interrompit. « Personne ne sait que tu es là, Ethan. Tu t'en es assuré en disant à ta famille de mentir sur ton départ. Ton frère nous l'a dit et c'est très attentionné de ta part. » Il se leva et rajusta sa veste. « Harvey mourrait d'envie de te rencontrer. Il voudra s'occuper de toi personnellement. » Sur ce, Ronald sortit du conteneur et revint quelques instants plus tard avec 3 gardes armés. Ils détachèrent Ethan de la chaise, mais lui gardèrent les mains liées dans le dos. 2 gardes le saisirent fermement par les bras et le firent sortir du conteneur. Dehors, Ethan fut stupéfait de se retrouver dans ce qui semblait être un labyrinthe complexe de conteneurs d'expédition empilés et disposés de manière à former des couloirs et des pièces. Certains étaient reliés par des portes improvisées taillées dans leurs flancs, d'autres étaient empilés pour former des murs autour d'espaces ouverts. L'ensemble ressemblait à un étrange labyrinthe industriel. Ils le firent traverser ce labyrinthe, faisant tant de détours qu'Ethan en perdit rapidement le sens de l'orientation. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un autre conteneur, identique à celui dans lequel ils se trouvaient, à l'exception d'un numéro peint sur le côté, 14. Un des gardes ouvrit la porte et Ethan fut poussé à l'intérieur. Ce conteneur était plus grand et mieux éclairé que son précédent confinement. À l'intérieur, il trouva Mark, lui aussi ligoté, mais assis sur un banc plutôt que sur une chaise. À côté de lui, également ligotée, se tenait une femme qu'Ethan reconnut immédiatement malgré les 14 années écoulées. « Maman » murmura-t-il d'une voix brisée. Catherine Dawson leva les yeux vers son fils, les yeux écarquillés de reconnaissance. Elle paraissait bien plus âgée que ses 51 ans, ses cheveux autrefois bruns éclatants étaient maintenant grisonnants, son visage ridé par le stress et les épreuves, mais le plus troublant était l'expression plate, presque vide, de son regard, comme si elle regardait Ethan à travers un brouillard. Près d'eux se tenait un autre homme, entouré d'autres gardes. Il avait la quarantaine, une tenue élégante contrastant avec les vêtements utilitaires de ces hommes, des traits anguleux et un regard froid qui observait Ethan avec un intérêt clinique. « Harvey Doss » dit Ethan, le reconnaissant grâce aux photographies qu'ils avaient trouvées au cours de leur enquête. « Ethan Dawson » répondit Harvey avec un léger hochement de tête. Le fils tenace qui ne laissait pas dormir le chat. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Ethan remarqua à peine les paroles d'Harvey, son attention fixée sur sa mère et son frère. Mark semblait relativement indemne, mais effrayé, un bleu se formant sur sa joue. Leur mère semblait physiquement indemne, mais son regard vide suggérait qu'elle était peut-être sous l'emprise de drogue ou les mêmes que celles que Van avait mentionnées pour maîtriser les ouvriers. « Laisse-les partir »
ordonna Ethan, s'efforçant de paraître autoritaire malgré sa position vulnérable. Tu me tiens maintenant, c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Harvey rit doucement. Tu es un homme très prévisible, Ethan. Je savais que quelqu'un comme toi mordrait à la première occasion. Les gens mus par l'émotion plutôt que par la logique sont si faciles à manipuler. Il s'approcha lentement d'Ethan, les mains jointes dans le dos. Mais tu as raison sur un point, je voulais te rencontrer. Je voulais voir l'homme qui m'a causé tant de problèmes ces derniers jours. Il marqua une pause, puis ajouta, je te causerai bien plus que des ennuis si tu ne libères pas ta famille. J'ai l'intention de négocier, a menacé Ethan, même s'il savait que sa position donnait peu de poids à ses paroles. Je libérerai ta mère, répondit Harvey avec une franchise surprenante, mais en échange, je veux Mark, et je veux que tu cesses de parler à la police américaine. On peut leur mettre en scène quelque chose de crédible, comment ta mère est enfin revenue après 14 ans de captivité ailleurs. Ethan fut stupéfait par cette suggestion. Tu veux garder mon frère en otage? C'est insensé. La police le recherchera quand même. Pas si tu leur dis qu'il a décidé de rester au Mexique. Peut-être est-il tombé amoureux ou a-t-il trouvé un emploi. On disparaît souvent par choix. Comme ta famille le croyait autrefois, ta mère. Ethan secoua la tête avec véhémence. Je refuse. Je n'échangerai pas un membre de ma famille contre un autre. Alors peut-être que je garde les deux, dit Harvey en haussant les épaules. Ou vous trois. Je suis généreux, Ethan, ne prends pas ça pour de la faiblesse. Tu as 3 jours pour réfléchir à mon marché. Après cela, je pourrai retirer complètement mon offre. Il fit un signe de tête à ses gardes. Ramenez-le à son conteneur. Laissez-le réfléchir à ses options. Tandis qu'Ethan était emmené, il regarda sa mère. Leurs regards se croisèrent brièvement malgré le brouillard drogué. Il crut entrevoir une lueur de reconnaissance, la mère dont il se souvenait. Cela lui donna une lueur d'espoir, elle était toujours là, malgré tout ce qu'ils avaient fait pour étouffer sa volonté. « Je vais nous sortir d'ici », cria-t-il à Mark et à sa mère tandis que les gardes le sortaient du conteneur. Promis. Ethan fut ramené dans sa chambre par les 3 gardes menés par Ronald. Il regarda sa mère une dernière fois dans les yeux et vit son regard vide, une expression froide, comme si elle était sous influence. Une fois à l'intérieur, Ronald l'enchaîna de nouveau au lit de fortune, puis le regarda avec un intérêt clinique. « Tu devrais bien réfléchir à l'offre d'Harvey, conseilla Ronald, appuyé contre la paroi du conteneur. Il ne t'en a peut-être pas parlé, mais ce n'est pas un homme très patient, contrairement à son père. » Ethan chercha désespérément ses effets personnels au son téléphone, son portefeuille, son passeport mais ils étaient introuvables. Ils avaient dû lui être confisqués alors qu'il était inconscient. « Si j'étais d'accord, comment saurais-je que tu laisserais ma mère partir? Pourquoi Harvey me ferait-il confiance pour ne pas aller voir la police dès que nous serions libres ?» demanda Ethan, essayant de recueillir des informations. Ronald eut un léger sourire. Harvey n'était pas comme son père. Son père craignait la police, était calculateur et ne pensait qu'au profit. Mais celui-là où il se tapota la tempe est un vrai sportif. Pour lui, tout ça n'est qu'un jeu, il se rapprocha d'Ethan, baissant la voix d'un air conspirateur. « Et tu n'aimerais pas savoir ce que cet homme ferait s'il te soupçonnait de coopérer avec la police. Nous avons des yeux partout au même maintenant, nous savons où la police garde ta famille dans ce refuge. » Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. « À quel point êtes-vous puissant ?» demanda-t-il. Ronald ne répondit pas directement, se contentant d'un autre sourire glacial avant de partir, la lourde porte métallique claquant derrière lui. Resté seul, Ethan tenta de comprendre ce qui l'entourait. Le conteneur était vide, à l'exception du lit de camp auquel il était enchaîné et d'un petit seau dans un coin qu'il supposait servir de toilette. Il n'y avait pas de fenêtre, aucun moyen de savoir l'heure ni même s'il faisait jour ou nuit. Le temps semblait s'écouler dans un flou sans sa montre ni son téléphone. Ethan ne pouvait que deviner combien de temps il avait été captif. Son esprit vagabondait, où pouvait-il bien être,
Quel type de structure permettait ce labyrinthe de conteneurs? Comment allait sa famille? Il devait être à sa recherche, lui et Marc, car aucun d'eux ne pouvait répondre à leurs appels. Dirait-il avant qu'ils étaient partis? Van comprendrait que quelque chose n'allait pas s'il appelait et ne parvenait pas à les joindre. Ethan arpenta le petit espace autant que ses chaînes le lui permettaient, essayant d'élaborer un plan d'évasion. Le conteneur était en métal massif, la porte verrouillée de l'extérieur, ses entraves serrées. Ces gens avaient visiblement l'expérience de la détention. Finalement, l'épuisement le gagna et il sombra dans un sommeil agité, peuplé de rêves du regard vide de sa mère et du rire glacial d'Harvey Doss. À son réveil, Ronald se tenait près de lui, prêt à l'emmener voir Harvey à nouveau. Cette fois, cependant, il était seul, sans les 3 gardes de la veille. « Lève-toi » ordonna Ronald. Harvey veut savoir si tu as reconsidéré son offre. Alors que Ronald se penchait pour défaire les chaînes qui attachaient Ethan au lit, Ethan aperçut un téléphone à la ceinture de Ronald. L'écran était illuminé, affichant ce qui semblait être une application de messagerie ou peut-être le même système sécurisé auquel le garde leur avait donné accès au commissariat. Un plan désespéré germa dans l'esprit d'Ethan. S'il parvenait à mettre la main sur ce téléphone, ne serait-ce qu'un instant, il pourrait peut-être envoyer un message ou sa position à l'inspecteur Van. Au bout de 14 ans, il avait mémorisé le numéro de Van, l'ayant appelé d'innombrables fois pendant l'enquête sur la disparition de sa mère. Ethan feignit de coopérer, laissant Ronald l'aider à se relever. Alors qu'ils se tenaient près l'un de l'autre, il trébucha délibérément, heurtant Ronald pour tenter d'attraper le téléphone. Mais Ronald changea de position et le mit hors de portée. « Attention » dit Ronald en stabilisant Ethan d'une main ferme. « Ne fais rien de stupide. » Ethan hocha la tête, ravalant sa déception. Il lui faudrait une autre occasion à un moment plus propice, lorsque Ronald serait moins alerte. Ils parcoururent à nouveau le couloir de conteneurs, empruntant le même itinéraire. Ethan essaya de mémoriser chaque tournant, construisant une carte mentale du complexe. L'endroit ne semblait pas aussi grand qu'il l'avait d'abord imaginé, les conteneurs étaient simplement reliés entre eux pour créer une illusion de taille et de complexité. Mais qui savait quand il entrerait dans le conteneur où Harvey les attendait? Ethan fut surpris de constater que Marc n'était pas présent cette fois-ci, seuls sa mère et Harvey étaient restés. Catherine semblait encore somnolente, le regard perdu dans le vague, mais consciente. « Ah, Ethan » le salua Harvey avec une fausse chaleur. « As-tu eu le temps de réfléchir à ma généreuse offre ?»« Où est mon frère » demanda immédiatement Ethan. « J'envisage d'autres solutions » répondit vaguement Harvey. « Ne t'inquiète pas pour lui. Occupe-toi de ta réponse. » Ethan resta sur ses positions. « Ma réponse est toujours non. Je ne les laisserai ni l'un ni l'autre derrière moi. » Harvey soupira d'un air théâtral. « Ta mère n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Quand elle était sobre, elle travaillait très efficacement, elle s'occupait des enregistrements et de la saisie de faux documents, organisait toute la logistique pour le transport des personnes qui voulaient disparaître. Elle a aidé de nombreuses personnes désespérées à commencer une nouvelle vie. Qu'a-t-elle fait pour atterrir ici ? Demanda Ethan, sa curiosité prenant le dessus sur sa colère l'espace d'un instant. Elle me devait 30 000 $, répondit Harvey d'un ton détaché. Pour payer les frais médicaux de votre père après son accident. Mais elle ne pouvait pas me les rembourser. Conformément à notre contrat, elle devait servir ici jusqu'à ce que la dette soit réglée. Elle a assez travaillé, argumenta Ethan. 14 ans, elle a dû rembourser cette dette bien au-delà de ses moyens. Harvey haussa les épaules. J'ai fait une faveur à ta mère en la laissant continuer à travailler. On ne se débarrasse pas des gens comme ça quand ils deviennent gênants. Impossible de sortir d'ici sans ma permission. Il observa Ethan un instant, la tête légèrement penchée. Je te donne 3 jours de plus pour réfléchir à mon accord. Si tu acceptes, on te laissera partir, toi et ta mère, et on te trouvera un nouveau logement. Mais Marc reste ici. Avec un sourire malicieux, il ajouta, tu seras peut-être intéressé de savoir que Marc a envisagé de te laisser ici et de rentrer chez ta mère. Il m'a dit qu'il ne t'aimait pas beaucoup.
tu essaies juste de nous provoquer. Ethan s'exclama, tu te joues des tours, peut-être. Mais 3 jours, c'est tout. Après ça, je pourrais retirer complètement mon offre. Il fit un signe de tête à Ronald. Ramène-le dans sa chambre. Sur le chemin du retour vers son conteneur, Ronald fut brièvement distrait par une conversation avec un autre employé au sujet d'un planning d'expédition. Ethan saisit l'occasion et arracha rapidement le téléphone de la ceinture de Ronald pour le glisser derrière lui. Le sien était à l'avant, malgré la limitation de ses mouvements dus au brassard, le cœur battant, il gardait une expression neutre tandis que Ronald terminait sa conversation et continuait de l'escorter dans le couloir. Arrivé à son conteneur, Ronald l'attacha de nouveau au lit et partit, apparemment inconscient du vol. Dès qu'il fut seul, Ethan sortit son téléphone, les doigts tremblants d'impatience. La batterie était à 15%, il n'avait plus beaucoup de temps. Ouvrant l'application de messagerie, il tapa rapidement le numéro de l'inspecteur Van et envoya une notification de localisation avec un message de secours qui disait simplement « Ethan et Mark ont besoin de secours immédiats au labyrinthe à conteneur au port. Maman est là aussi. » Puis, avec des gestes répétitifs de son adolescence de voleur à l'étalage, il supprima le message du dossier des messages envoyés et effaça les contacts récents. Avec un peu de chance, Ronald ne le remarquerait pas. Avant de découvrir que son téléphone avait disparu, Ethan venait de le cacher derrière lui lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Ronald entra en trombe, le visage rouge de colère. « Où est-il » demanda-t-il en fouillant frénétiquement le petit espace. « Où est quoi » répondit Ethan en feignant l'innocence. « Mon téléphone. Je l'avais quand je t'ai ramené. » Après un moment de recherche acharnée, Ronald repéra le téléphone sous Ethan, là où il s'était allongé. Il le saisit et vérifia soigneusement qu'il n'avait pas été manipulé. « Qu'est-ce que tu lui as fait » demanda-t-il en faisant défiler les applications. « Rien pour l'instant » répondit Ethan, espérant que Ronald ne vérifierait pas l'utilisation de la batterie du téléphone ni les journaux de transmission de données. Ronald examina le téléphone pendant plusieurs minutes tendu avant, apparemment satisfait qu'Ethan n'ait pas réussi à l'utiliser, de l'avertir, « Je vous l'ai dit, ne tentez rien de bizarre », avec un dernier regard d'avertissement. Il quitta le conteneur en claquant la porte derrière lui. Ethan expira lentement, s'autorisant une lueur d'espoir, le message avait été envoyé. Il ne lui restait plus qu'à attendre et espérer que l'inspecteur Van comprendrait et agirait rapidement. Ethan n'était pas seul depuis plus d'une heure lorsqu'il entendit du vacarme dehors, des cris, des bruits de pas. Ronald fit irruption dans le conteneur, accompagné de 2 hommes armés. « Déplacez-vous maintenant » ordonna-t-il d'une voix étranglée par l'urgence. Les hommes détachèrent brutalement Ethan du lit et le tirèrent sur ses pieds. « Que se passe-t-il » demanda Ethan, même s'il soupçonnait et espérait connaître la réponse. « Tais-toi et bouge » lança l'un des hommes en le poussant vers la porte. Ils le ruèrent à travers le labyrinthe de conteneurs, empruntant des virages différents et s'enfonçant plus profondément dans le complexe. Ils finirent par atteindre un conteneur qui semblait relié à un véhicule. À l'intérieur, Ethan trouva Mark déjà là, ligoté et bâillonné. Mark réussit à appeler son frère à travers son bâillon. La porte du conteneur claqua derrière eux, et Ethan sentit un mouvement. Le conteneur était en train d'être chargé sur ce qu'il devina être un camion, mais il n'en était pas sûr. Les hommes armés restèrent à l'intérieur avec eux, leurs armes pointées sur les frères. « Que as-tu fait » demanda Mark quand l'un des hommes lui retira son bâillon. « Ils sont en panique dehors. »« J'ai envoyé notre position à l'inspecteur Van » murmura Ethan, « et j'ai volé le téléphone de Ronald. » Les yeux de Mark s'écarquillèrent. « C'est ça, tout ça ? Il nous déplace. Pourquoi as-tu continué à faire ces choses impulsives ? Ils auraient pu nous tuer. » « Silence » aboya l'un des gardes en levant son arme d'un air menaçant. Les frères se turent tandis que le conteneur continuait de bouger. Ethan remarqua que les liens de Mark étaient plus lâches que les siens. Apparemment, les hommes s'étaient déplacés si vite qu'ils ne l'avaient pas correctement attaché. « Peux-tu te libérer » murmura Ethan, tandis que les gardes ne les regardaient pas directement. Mark hocha la tête d'un geste presque imperceptible, s'attachant subtilement à ses fixations.
Le mouvement du conteneur continua pendant ce qui sembla des heures, mais qui ne dura probablement que 30 minutes. Puis une sensation différente survint, le balancement de l'eau. Ils étaient sur un bateau. Où nous emmène-t-il, se demanda Ethan à voix haute. J'ai dit silence, répéta le garde en frappant Ethan du revers de la main. Soudain, le conteneur s'immobilisa. Les gardes se tendirent, tendant l'oreille aux bruits extérieurs, des cris, puis ce qui ressemblait indéniablement à des coups de feu. Un garde s'approcha de la porte du conteneur et l'entr'ouvrit pour regarder dehors. Une rafale de coups de feu le projeta en arrière, le sang lui ruant sur la poitrine. Le second garde leva son arme, mais, profitant de cet instant de distraction, Mark s'élança. Ayant libéré ses mains, il se jeta sur le garde et s'empara de l'arme. Ils luttèrent brièvement avant que Mark ne parvienne à assommer l'homme d'un puissant coup à la tête. « Vite, détache-moi », insista Ethan. Mark s'occupa des liens d'Ethan, les mains tremblantes d'adrénaline. « Ils ont dû suivre le signal du téléphone », dit-il en libérant son frère. C'était une idée intelligente. « Nous devons retrouver maman », dit Ethan en récupérant l'arme du garde tombé. Prudemment, ils s'approchèrent de la porte du conteneur et l'entr'ouvrirent. Ce qu'ils virent leur coupa le souffle, ils étaient bel et bien à bord d'un navire, un cargo désormais entouré de petits bateaux des gardes-côtes. Un hélicoptère tournoyait au-dessus de leur tête, son projecteur balayant le pont. Des officiers armés montaient à bord du navire de plusieurs points, engageant des échanges de tirs avec les hommes de Harvey. « Il faut être prudent », prévint Mark. « Ils ne savent pas que nous sommes des alliés. » Ils sortirent du conteneur en se tenant à plat ventre pour éviter les tirs et éviter d'être repérés. De là, ils purent voir Ronald accroupi derrière une pile de palettes, ignorant leur fuite. Ethan aperçut un poteau métallique à proximité et s'en saisit. Mark le protégeant, il fit demi-tour et s'approcha de Ronald par derrière, le frappant si fort qu'il perdit connaissance. Tandis qu'il traversait le pont, dans l'ombre, Ethan aperçut l'inspecteur Van parmi les officiers d'abordage. Il avançait, arme au poing, menant une équipe vers ce qui semblait être le centre de commandement du navire. Soudain, Harvey surgit de derrière un conteneur, arme au poing. Il tira 2 coups de feu, atteignant Van en pleine poitrine. Le détective s'écroula, mais non sans avoir riposté, ses balles atteignant Harvey en pleine poitrine. « Détective », cria Ethan en s'avançant. Un officier des gardes-côtes les a repérés. « Civils, mettez-vous à l'abri », a-t-il crié en se précipitant vers eux. « Identifiez-vous. Je m'appelle Ethan Dawson. Voici mon frère, Mark, » expliqua rapidement Ethan. « Nous avons été kidnappés. L'inspecteur Van venait nous secourir. Notre mère. Elle est quelque part sur ce navire, Catherine Dawson. » L'officier confirma leur identité par radio. La femme a été localisée et sécurisée. Elle est soignée par le personnel médical. Vous devez m'accompagner, le navire n'est pas encore totalement sécurisé. Et l'inspecteur Van, demanda Ethan en regardant là où il était tombé. Les médecins sont avec lui maintenant, a répondu l'officier, mais nous devons vous mettre en sécurité immédiatement. Tandis qu'ils traversaient le pont, ils passèrent devant le corps d'Harvey. L'homme responsable de la disparition de leur mère, qui avait duré 14 ans, gisait immobile, les yeux ouverts mais aveuglés, une mare de sang s'étendant sous lui. Ethan n'éprouvait aucune satisfaction à sa mort, seulement un soulagement vague à l'idée que son règne de terreur soit terminé. L'officier les a conduits jusqu'à un navire des gardes-côtes, où des ambulanciers soignaient plusieurs personnes secourues. Parmi elles, sur une civière en préparation pour une évacuation par hélicoptère, se trouvait leur mère. « Maman !» crièrent-ils à l'unisson en se précipitant à ses côtés. Catherine était consciente mais désorientée, son regard peinant à fixer leur visage. Un ambulancier lui expliqua qu'on lui avait administré des tranquillisants et qu'elle aurait besoin de temps pour se rétablir complètement. « Nous allons l'héliporter à l'hôpital immédiatement », a dit l'ambulancier. « Vous pouvez l'accompagner si vous le souhaitez. » Alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans l'hélicoptère médical, Ethan vit Ronald être emmené menotté, le visage empreint de haine, fusillant du regard les frères d'Orson.
L'hélicoptère arriva bientôt et ils virent Van être chargé en premier, le personnel médical s'efforçant frénétiquement de le stabiliser. Catherine fut ensuite transférée avec précaution, Ethan et Mark grimpant à ses côtés. Alors que l'hélicoptère décollait du cargo, Ethan contemplait la scène en contrebas, des navires des gardes-côtes encerclaient le navire, des officiers protégeaient les criminels restants et des équipes médicales s'occupaient des autres victimes. Après 14 ans, le cauchemar touchait enfin à sa fin. Le couloir de l'hôpital bourdonnait d'activité tandis que le personnel médical se précipitait d'une chambre à l'autre pour soigner les nombreux patients ramenés après le raid sur le cargo. Ethan et Mark, assis côte à côte sur des chaises en plastique inconfortables devant le service des urgences, attendaient des nouvelles. La famille des détectives Van a appelé un médecin en s'approchant d'eux avec un presse-papier. « Nous ne sommes pas une famille, mais nous sommes avec lui », expliqua Ethan en se levant rapidement. « Comment va-t-il ? » « Il a survécu à l'opération », a rapporté le médecin. « La balle a provoqué une hémorragie interne, mais nous avons pu la maîtriser. Il aura besoin de temps pour se rétablir, mais le pronostic est bon. » Ethan fut soulagé. « On peut le voir ? Il est encore inconscient à cause de l'anesthésie. Il lui faudra plusieurs heures avant de se réveiller. Je vous conseille de vous reposer. » Ethan hocha la tête avec reconnaissance. « Et notre mère, Catherine Dawson ? » Son état est stable, leur a assuré le médecin. Les médicaments présents dans son organisme disparaissent progressivement. Nous la surveillons attentivement, mais son état de santé physique semble relativement bon compte tenu des circonstances. Un autre médecin s'est approché. Votre mère a été transférée dans une chambre individuelle. Elle se repose, mais vous pouvez la voir si vous le souhaitez. Ethan et Mark suivirent le médecin dans le couloir jusqu'à une chambre petite mais confortable. Catherine était allongée dans son lit, une perfusion dans le bras et un appareil de surveillance à côté d'elle. Ses yeux étaient fermés, sa respiration régulière, son visage détendu par le sommeil. Elle paraissait plus âgée que son âge, les 14 années de captivité se lisaient sur les rides de son visage et les mèches grises de ses cheveux autrefois bruns. « Maman » murmura Ethan en lui prenant doucement la main. À sa surprise, ses doigts s'enroulèrent autour des siens et ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Ethan » murmura-t-elle d'une voix rauque à force de ne plus l'avoir utilisée. « Mark ? C'est vraiment toi. »« C'est nous, maman », confirma Mark en se déplaçant de l'autre côté. « Tu es en sécurité maintenant. Harvey est mort. Ronald est en garde à vue. C'est fini. »« Mes garçons, » dit-elle faiblement, les larmes aux yeux. « Vous êtes grands. » Avant qu'ils puissent poursuivre la conversation, une infirmière entra, expliquant que Catherine avait besoin de repos et qu'ils pourraient discuter davantage lorsqu'elle serait plus forte. À contre-cœur, les frères la quittèrent, promettant de revenir bientôt. Dans la salle d'attente, ils trouvèrent un policier qui les informa que leur famille avait été prévenue et qu'elle serait en route vers l'hôpital dans l'heure. Dan, Léa, Ellie et Aldi arrivèrent, escortés par un autre policier, celui-là même qui les avait conduits au refuge. Les retrouvailles furent émouvantes et chaotiques, larmes, accolades, exclamations de soulagement et d'incrédulité. Dan fut conduit directement dans la chambre de Catherine, les autres attendant dehors pour leur donner de l'intimité pour leur première rencontre en 14 ans. « Comment nous avez-vous trouvés » demanda Ethan à l'officier. « L'inspecteur Van a reçu votre message et a immédiatement mobilisé toutes les ressources disponibles, » a expliqué l'agent. Les données de localisation du téléphone nous ont conduits directement au complexe de conteneurs. Nous sommes arrivés juste au moment où ils vous transportaient vers le navire. Les heures passèrent tandis que la famille attendait, se relayant pour rendre visite à Catherine et prendre des nouvelles de l'inspecteur Van. Finalement, en début de soirée, une infirmière les informa que Van était réveillé et demandait Ethan. Ethan entra discrètement dans la chambre du détective, conscient de son état. Van était légèrement calé sur des oreillers, sa silhouette habituellement robuste paraissant amoindrie dans son lit d'hôpital. Une perfusion continuait à couler à côté de lui, et les moniteurs émettaient de légers bips. « Tu l'as fait, mon fils » dit faiblement Van en lui tendant la main. Ethan prit la main du détective,
ses propres émotions menaçant de le submerger. On l'a fait ensemble. Tu nous as sauvés. J'ai juste suivi les traces que tu as laissées, répondit Van avec un sourire douloureux. C'était une réflexion rapide avec le téléphone. Je n'en suis pas très fier. Ça vient de l'époque où je volais à l'étalage quand j'étais plus jeune, mais je suppose que cette impulsion est toujours là, a déclaré Ethan. À quel point êtes-vous blessé, demanda-t-il en remarquant le teint pâle du détective. J'ai connu pire, mentit Van, peu convaincant. On me dit que je vais me rétablir complètement. J'ai juste besoin de repos, peut-être que je pourrai enfin faire cette partie de pêche que je repousse depuis des années. Ils ont brièvement parlé de l'opération, comment les gardes-côtes avaient encerclé le navire, comment Ronald et plusieurs autres membres clés de l'organisation de Harvey avaient été capturés et comment l'enquête s'étendait pour identifier toutes les parties impliquées. Que va-t-il arriver à Ronald, demanda Ethan. L'expression de Van se durcit légèrement. Il est accusé d'une longue liste d'accusations, enlèvement, traite d'êtres humains, travail forcé, agression, trafic de drogue, falsification de documents. Le procureur est convaincu qu'il risque entre 30 ans et la perpétuité, surtout compte tenu du témoignage de votre mère et des autres victimes. Ethan hocha la tête, satisfait. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Quand j'étais captif, Ronald m'a dit qu'ils avaient des yeux partout. Il a dit qu'il savait même où la police gardait ma famille au refuge. Van haussa les sourcils. Cela suggère qu'il pourrait y avoir une taupe au sein du service ou quelqu'un ayant accès à nos systèmes. C'est ce que je pensais aussi, confirma Ethan. Nous prendrons cela très au sérieux, lui assura Van. Je demanderai aux affaires internes de mener une enquête approfondie. Nous trouverons celui qui a divulgué cette information. Il marqua une pause, observant Ethan attentivement. Merci de me l'avoir dit. Ça aurait pu compromettre toute l'opération si on l'avait manqué. Après un moment de silence, Van reprit avec un sourire ironique, tu sais, c'est précisément pour ça qu'on ne laisse pas les civils gérer les choses seuls. Tu aurais pu te faire tuer, toi et ton frère. Je suis profondément désolé, dit Ethan, réalisant que sa décision impulsive avait mis le détective Van dans cette position. Mais si je n'avais pas. Commença-t-il à protester. Je sais, interrompit Van, le ton plus doux. Tu as retrouvé ta mère alors qu'aucun de nous n'y parvenait. Mais la prochaine fois et j'espère sincèrement qu'il n'y en aura pas, pense à appeler des renforts avant de foncer tête baissée dans le danger. Ethan sourit d'un air penaud. J'essaierai de m'en souvenir. Soit tu arrêtes de faire ce coup de tête qui te pousse à prendre les choses en main, dit Van avec un petit rire qui se transforma en un grognement douloureux, soit on va devoir t'inscrire à l'école de police. Tu as un bon instinct, fiston. C'est une offre d'emploi, demanda l'inspecteur Ethan, surpris. Disons que c'est une réflexion à méditer, répondit Van. La police aurait besoin de quelqu'un avec votre détermination. Réfléchissez pendant que je me remets. Votre mère et les autres victimes auront besoin de temps, avertit Van. La captivité prolongée et l'usage de drogue laissent des cicatrices qui ne sont pas toujours visibles. On lui apportera toute l'aide dont elle a besoin, promit Ethan. Et les autres aussi. De retour dans la salle d'attente, Ethan trouva sa famille serrée les uns contre les autres, discutant à voix basse. Dan était revenu de la chambre de Catherine, les yeux rougis par les larmes, mais une paix sur le visage qu'Ethan n'avait pas vu depuis 14 ans. Elle nous a tous demandé, leur dit Dan. Elle veut voir ses enfants ensemble. Ils entrèrent en groupe dans la chambre de Catherine, Dan dans son fauteuil roulant à côté du lit, les 5 frères et sœurs rassemblés autour. Catherine était assise, l'air plus alerte, mais toujours fragile. Ma famille, dit-elle d'une voix plus forte qu'avant. Je n'aurais jamais cru vous revoir tous ensemble. Nous n'avons jamais cessé de te chercher, maman, lui dit Ethan, même si en vérité il avait été le seul à ne jamais abandonner ses recherches. J'ai essayé de m'échapper à plusieurs reprises au début, expliqua Catherine, la voix brisée. Mais ils ont menacé de vous faire du mal si je ne coopérais pas. Ils m'ont montré des photos de vous, de Dan dans son fauteuil roulant, des enfants à l'école. Ils ont dit qu'ils vous surveillaient.
C'est fini maintenant, lui assura Dan en lui prenant la main. Tu es en sécurité. Nous sommes à nouveau ensemble. Parlez-moi de vous, demanda Catherine en regardant ses enfants avec émerveillement. Racontez-moi tout ce que j'ai oublié. Tour à tour, ils ont partagé les moments forts de leur vie, la carrière de comptable de Marc, la gestion de la librairie de Léa, les études supérieures d'Ellie, l'évolution d'Aldi de la petite enfance à l'adolescence. Ethan a pris la parole en dernier, décrivant sa recherche incessante pour elle au fil des ans et son refus de croire qu'elle les avait abandonnés. Je savais que tu serais celui-là, dit Catherine en serrant la main d'Ethan. Le têtu, celui qui ne voulait pas lâcher prise. Tandis qu'il parlait, Ethan réfléchissait au cheminement qui les avait amenés à ce moment, 14 années de douleur, de confiance brisée et de relations fracturées au sein de la famille, la façon dont ils avaient chacun fait face à la disparition de leur mère, Marc devenant pragmatique et responsable, Léa s'endurcissant contre la déception, Ellie canalisant son énergie pour prendre soin de leur père, Aldi grandissant sans souvenir de sa mère, et Ethan lui-même s'accrochant à sa croyance en l'amour de sa mère, refusant d'accepter ce qui semblait évident pour tout le monde. Cette foi les avait finalement conduits ici, dans cette chambre d'hôpital, où une famille déchirée par la cupidité criminelle commençait à se reconstruire. Des défis les attendaient, Catherine aurait besoin d'une thérapie intensive pour se remettre de son épreuve, et la famille devrait reconstruire des liens tendus par 14 années d'absence et d'incompréhension. Les conséquences juridiques du démantèlement de l'opération d'Arvedos les impliqueraient probablement tous dans des enquêtes et des témoignages. Mais en regardant autour de lui sa famille réunie et le visage de son père rayonnant de joie, ses frères et sœurs réunis, sa mère vivante et libre, Ethan ressentit une profonde paix. La quête qui avait consumé la moitié de sa vie était terminée. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, avait enfin éclaté au grand jour. Alors que la nuit tombait, la famille restait réunie, partageant des anecdotes, des larmes et des rires prudents. De l'autre côté de la fenêtre de l'hôpital, des étoiles apparaissaient dans le ciel clair, d'innombrables points lumineux émergeant de l'obscurité, guidant ceux qui se trouvaient en bas vers leur foyer.